nouvel univers des notaires vient à nous ce matin. Alors vous allez pouvoir poser toutes vos questions à maître Hélène Courroy, notaire à Thury-Harcourt dans cette belle Suisse normande. Voilà donc rebonjour et bienvenue maître ici dans cette émission. Vos questions bien sûr au 02 31 44 48 44. On peut commencer peut-être par le fameux contrat de mariage. Qu'est-ce que le contrat de mariage? C'est la saison pour parler de contrat de mariage. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de mariages l'été quand même, on en profite. Et quand on se marie, on s'embarque dans une grande aventure quand même. Et il y a des règles juridiques qui vont avec le mariage. Donc c'est vraiment important de se renseigner parce que savoir déjà comment ça fonctionne. Quand on se marie et qu'on ne fait pas de contrat de mariage, dès le jour du mariage naît une communauté. C'est-à-dire que chacun des époux conserve son patrimoine personnel, ce qui a été acheté avant le mariage ou ce qui est reçu par donation ou succession. Et tout ce qui va être acheté au cours du mariage est commun. Ça veut dire que les salaires et les revenus de chacun des époux sont communs. Si l'un des époux a acheté un bien immobilier avant le mariage, mais qu'il y a un emprunt à rembourser, même s'il ne change rien à leur manière de procéder, et que celui qui a acheté continue à rembourser le prêt avec son salaire, sauf que du jour du mariage, son salaire est commun. Donc ça génère des échanges d'argent, des créances qu'on appelle récompenses, entre le patrimoine personnel et la communauté née avec le mariage. Si ces règles légales ne conviennent pas aux époux, il faut faire un contrat de mariage, donc un acte notarié avant le mariage. Ça, c'est vraiment important de venir se renseigner avant de se marier. C'est pour se prémunir au cas où? C'est pour se prémunir et c'est pour prévoir d'autres règles que celles que la loi prévoit. Si l'un des époux, par exemple, souhaite créer son entreprise au cours du mariage, on lui conseillera de faire un contrat de séparation de biens, de manière à ce que chaque époux conserve personnellement son patrimoine. Il n'y a plus de patrimoine commun au milieu, il n'y a plus que deux patrimoines, chacun des époux a le sien. L'entreprise créée appartiendra au titulaire ou à l'entrepreneur, et non pas pour moitié à son conjoint. Donc s'il y a une faillite de l'entreprise, alors du coup... Alors s'il y a une faillite de l'entreprise, ça permet d'éviter d'engloutir le patrimoine du conjoint. Et puis s'il y a séparation, ça permet aussi à l'entrepreneur de ne pas avoir à verser la moitié de la valeur de son entreprise à son ex-conjoint. Donc là, du coup, les deux marchés sont bien distincts. Voilà, il y a différents contrats, et donc c'est important de se renseigner déjà pour savoir ce qui se passe quand on se marie et qu'on ne fait pas de contrat, et puis on peut modifier les choses, sachant que le contrat de mariage ne change en rien les droits du conjoint survivant en cas de décès. Ça ne permet pas de modifier les règles de succession. Ça, c'est une autre étape. Pour se renseigner pour se renseigner après le mariage. Le mariage, effectivement. Voilà, parce que quand on se marie, le conjoint devient héritier par la loi, mais le conjoint a des droits différents en fonction des autres héritiers. Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'il y a des enfants en commun ou des enfants d'union différentes? Pas d'enfants du tout. Voilà, les règles sont différentes. Et c'est vous qui aidez justement à, on va dire, écrire le cadre légal. Tout à fait, pour que ce qu'on prévoit dans un cadre légal corresponde à ce que les clients souhaitent. Hélène Courroy, notaire à Thury-Harcourt, répond à vos questions. Ne tardez pas trop pour nous appeler. Faites vite 02 31 44 48 44. On va accueillir Antonio de Giberville. Bonjour Antonio. Oui, bonjour. Bonjour Hélène monsieur. Courroy est tout oui, elle vous écoute. Expliquez-nous votre problème puis votre question aussi. Je sais pas si c'est un truc un peu compliqué, mais bon, j'ai acheté un terrain il y a plus d'une vingtaine d'années. Avec mon épouse, du moins avec mon épouse, avec ma concubine, donc qui est décédée maintenant malheureusement. Donc là, je voudrais le vendre, je voudrais savoir comment il y avait un permis de construire qui a été caduc. Et bon, il faut faire des travaux tous les 5 ans. Et vous souhaiteriez vendre ce terrain, c'est ça? Voilà, donc je voulais savoir, parce que bon, j'ai appelé mon notaire, Maître Guibert et aussi.
Et comme on l'a acheté avec ma concubine, donc il me dit il faut l'accord des enfants et après il faut donner une part aux enfants. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Il y a plusieurs choses. Déjà par rapport à la construction qui est en cours, il faut effectivement s'assurer si le permis de construire est toujours valable. Non, il est plus valable. Donc il faut refaire une demande à la mairie. Alors ça, dans les conditions de la vente, l'acquéreur pourrait se charger de refaire un permis de construire pour finir la construction éventuellement. Maintenant, s'agissant de la succession de votre concubine, vous aviez acheté le terrain moitié chacun. Donc, moitié chacun, non, c'est moi qui l'ai payé, quoi. Mais bon, elle a signé les papiers, quoi, avec moi. Oui, donc sur l'acte d'achat du terrain, vous figuriez tous les deux en tant qu'acquéreurs. Donc la moitié du terrain qui était dans le patrimoine de madame est transmise aux enfants. Non, mais ça, c'est pas le problème. Ça. Donc il faut régulariser la succession et tous les enfants doivent être d'accord pour vendre. S'il y a des enfants qui sont mineurs, il faut solliciter l'accord du juge des tutelles pour régulariser la vente. Oui, et effectivement, j'ai une fille qui a 16 ans, oui. La part de madame sera divisée entre tous ses enfants et chaque enfant auront droit à une quote-part du prix de vente. Ok, mais je peux vendre quand même le terrain, quoi, donc... Ah bah vous vendez le terrain avec ce qu'il y a dessus, en accord avec les enfants, et le prix est réparti en fonction des droits de chacun des vendeurs. Voilà Antonio, merci à vous en tous les cas depuis Giberville. Hélène Courroy, notaire à Thury-Harcourt, est à mes côtés avec vous aussi en direct. Elle répond à vos questions 02 31 44 48 44. C'est au tour maintenant de Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Ranville. Hélène vous écoute, expliquez-nous. C'était au sujet des donations. Quand on a fait notre maison, quand on a acheté notre maison, le notaire nous avait dit faites une donation. Donc ça fait 25 ans. Oui. Aujourd'hui, si l'un de nous deux disparaissait, si par exemple ma femme veut vendre la maison, les enfants devraient quand même avoir une part, je pense. Oui. Donc est-ce qu'il existe une donation où elle pourrait vendre la maison, se racheter un petit appartement, sans pour autant que les enfants puissent intervenir? Alors, là, on est sur la différence entre la donation entre époux et la communauté universelle. C'est vrai qu'il y a souvent confusion. On me parle régulièrement de donation universelle. La donation universelle, ça n'existe pas. La donation entre époux, donation au dernier vivant, est un acte par lequel on modifie ce que la loi prévoit pour le conjoint survivant. La donation, elle permet de transmettre à son conjoint survivant un petit peu plus de droits ou des droits différents par rapport à ce que la loi prévoit. Mais avec cet acte-là, les enfants héritent quand même du patrimoine du premier des époux décédés. Oui. Dans la mesure où ils héritent, ils doivent être d'accord pour vendre et ils peuvent réclamer une quote-part du prix de vente. Si vous ne souhaitez pas qu'on se trouve dans cette situation-là, il faut changer de régime matrimonial. Le changement, il peut porter sur tout ou partie du patrimoine. On n'est pas obligé de mettre tout le patrimoine en communauté universelle. On peut prévoir l'attribution intégrale en propriété aux survivants uniquement de la résidence principale. Dans ce cas-là, au décès du premier des époux, le conjoint devient entièrement propriétaire de la résidence principale. Les enfants n'héritent pas. Ce changement de régime a aussi une incidence fiscale. Le fait que les enfants n'héritent pas au décès du premier de leurs parents, ça les pénalise fiscalement, puisqu'ils ne profitent pas de l'abattement de succession au décès du premier. Ils héritent intégralement au décès du deuxième. Et puis, il y a une petite nuance aussi, c'est quand on a des enfants d'union différentes,
c'est beaucoup plus compliqué parce que l'attribution intégrale à l'un des deux vient à déshériter les enfants de l'union, de la première union de celui qui décède en premier. Donc c'est beaucoup plus compliqué. On ne fait pas quand il y a des enfants d'unions différentes, mais il est toujours possible d'aménager les choses en fonction de la consistance du patrimoine, si vous avez d'autres biens que la résidence principale ou pas. Voilà Didier, j'espère qu'on vous aura éclairé un petit peu. On vous souhaite une belle journée à Ranville. Merci à vous. Nous sommes arrivés au bout de notre belle aventure avec Hélène Courroy, notaire à Thury-Harcourt. Encore vraiment une toute petite place. Si vous souhaitez nous appeler, on essaiera de vous répondre évidemment le plus efficacement possible, mais ça Hélène le fera parfaitement bien. Voilà, on va accueillir Catherine de Potigny. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Bonjour madame. Écoutons. Pardon ? On vous écoute. Alors, maman est décédée en décembre 2014. Nous étions 12 enfants et vers la fin de sa vie, elle a voulu se faire construire une maison puisque la maison qu'elle habitait ne lui convenait pas, bref. Et je voulais savoir si la maison pour la succession on devait retenir le prix d'évaluation au moment du décès ou actuellement. Alors, normalement, l'évaluation des biens se fait au jour du décès. Dans le cadre de la succession, il y a plusieurs documents obligatoires à régulariser, dont la déclaration de succession, qui est le document pour l'administration fiscale. Dans ce document-là, il faut évaluer le patrimoine au jour du décès. C'est la valeur au jour du décès qui rentre dans le patrimoine de chacun des héritiers. Et si le bien est vendu ultérieurement plus cher, il peut y avoir de la plus-value entre la valeur d'essai et la valeur de la vente. Toute la difficulté est quand les actes de succession n'ont pas été régularisés en temps et en heure et qu'on n'a pas d'évaluation au jour du décès. Alors, sachant que sur les 12 enfants, il y en a 3 qui veulent garder la maison, ne pas la vendre. Donc dans ce cas-là, c'est le prix de la maison au jour du décès qu'on prend en compte. Non. Au partage. Il y a plusieurs valeurs en fonction des actes qui doivent être établis. Ce que je vous expliquais au préalable, c'est par rapport à l'administration fiscale. Là, votre maman étant décédée en 2014, la déclaration de succession, c'est une obligation fiscale et vous n'êtes pas encore prescrite parce que le délai de prescription de l'administration, c'est 10 ans. Donc si la succession est régularisée cette année, il faudra déposer ce document auprès de l'administration fiscale. Et dans ce document, c'est la valeur d'essai qui doit être retenue. Maintenant, entre les héritiers, si certains souhaitent conserver la maison et d'autres récupérer leur part, il faut régulariser un acte de partage ou ce qu'on appelle un acte de licitation, une vente entre héritiers. Et là, c'est la valeur au jour de la signature de l'acte. Valeur partage. D'accord. Tout dépend de l'acte qui doit être signé. Voilà Catherine. D'accord, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir, bonne journée. Et puis bien sûr, si vous voulez plus d'éclairage, évidemment, vous allez chez votre notaire le plus proche de chez vous. Merci Hélène Courroy d'être passée ce matin sur France Bleu Normandie. À bientôt, donc notaire à Thury-Harcourt et bon retour dans votre belle Suisse normande.